La psychologie des profondeurs et la nouvelle éthique d'Eric Newman. Continuation du chapitre 2 sur l'ancienne éthique. Le contraste entre la conscience et la voix intérieure, que nous allons examiner en détail par la suite, est la preuve en faveur de notre affirmation de la relation entre l'éthique et la formation de la persona. Ce contraste est le plus clairement exemplifié chez les fondateurs de nouvelles religions et de mouvements éthiques. Ils étaient invariablement criminels. Et il était inévitable qu'ils soient traités en tant que tels. Abraham, qui a détruit les idoles de son frère en morceaux, les prophètes, Jésus et Luther, qui, en supplantant le nationalisme religieux étroit du peuple juif, l'ancienne loi et le catholicisme, tout ceci était regardé comme des criminels, exactement de la même façon que Socrate, qui a introduit de nouveaux dieux, ou Marx et Lénine, qui sont partis détruire l'ordre établi de la société. Le révolutionnaire, quel que soit son type, prend toujours position du côté de la voix intérieure et contre la conscience de son temps, qui est toujours l'expression des anciennes valeurs dominantes, et l'exécution de ces révolutionnaires est toujours menée pour des raisons bonnes et éthiques. Assez souvent, bien qu'en aucun cas toujours, comme l'histoire des hérésies nous l'apprend, le cours de l'histoire, un jour ou l'autre, reconnaît ces criminels de la voie intérieure comme les pionniers de la nouvelle éthique. Mais cela n'altère en aucun cas le fait que la conscience du nouvel âge, même si partiellement formée par l'impact de ces nombreux révolutionnaires de la voie intérieure, invariablement réétablit un canon de valeurs dominantes et requiert de l'individu qu'il s'adapte à ce canon, à son tour, par la formation d'une personnalité de façade. Sur l'autorité de la conscience, la persona exclut bon nombre de contenus psychiques. En partie, ceux-ci sont refoulés dans l'inconscient, mais en partie également, ils sont contrôlés par l'ego et consciemment éliminés de la vie de la personnalité. Toutes ces qualités, capacités et tendances qui ne sont pas en harmonie avec les valeurs collectives, tout ce qui fuit la lumière de l'opinion publique, en fait, convergent pour former l'ombre, la région sombre de la personnalité, qui est inconnue et inconnue en particulier par l'ego. La série sans fin de l'ombre et des figures de l'ombre et du doppelganger dans la mythologie, les contes de fées et la littérature va de Caïn et Édom, en passant par Judas et Hagen, et par Mr. Hyde de Stevenson, et L'homme le plus laid de Nietzsche. Encore et encore de telles figures ont apparu et se sont inclinées devant la conscience humaine. Mais la signification psychologique de cet archétype de l'adversaire n'a pas encore été comprise par l'humanité. L'ombre est l'autre côté. Il est l'expression de notre imperfection
et de notre aspect terrestre. Le côté négatif qui est incompatible avec les valeurs absolues. Il est la corporéalité inférieure en contradiction avec une âme absolue et éternelle, en contradiction avec l'absolu et l'éternité de l'âme, qui n'appartient pas à ce monde. Mais elle peut également apparaître sous le potentiel opposé, en tant qu'esprit, par exemple quand l'esprit conscient ne reconnaît que les valeurs matérielles de cette vie. L'ombre représente l'unicité et le caractère éphémère de notre nature. Elle est notre propre état de limitation et de soumission aux conditions de l'espace et du temps. En même temps, cependant, elle forme une partie du noyau de la structure du noyau de notre individualité.